Bon allez, on est parti. Donc je vous présente Clara Mollet que j'ai le plaisir de recevoir sur scène. Bonjour Clara, merci d'être avec nous. Tu es devenue une voix incontournable pour décrypter les codes invisibles du monde de l'entreprise, pour ainsi permettre aux femmes de désobéir. On en a parlé toute la journée, de désobéir plus facilement. Ton expertise, tu la partages dans un podcast à succès qui se nomme Les règles du jeu, devenu un livre éponyme qu'elle vous proposera de dédicacer donc à 16h30 jusqu'à 17h. C'est bien ce qu'on s'est dit, hein, voilà, ne ratez pas le coche. Livre qui en est déjà à sa deuxième édition. Tu accompagnes aussi ta communauté chaque semaine à travers une newsletter et puis un second podcast, Starter Pack. J'ai tout dit? Bienvenue, merci d'être là. Tu n'as pas de sucette. Oh, on est organisé comment ici? Mais ça va pas. Tiens. Allez, on a 1 heure à passer ensemble, incluant un temps de questions-réponses pendant laquelle vous pourrez la cuisiner autant que moi. Alors, Clara, tu as eu comme une forme de déclic à Sao Paulo, puisque tu as commencé ta carrière dans un environnement où les règles du jeu étaient peut-être parmi les plus difficiles, ou en tout cas pas les plus simples, dans un pays qui n'était pas le tien, qui n'est pas non plus connu pour être le plus déconstruit, donc à Sao Paulo au Brésil. Et j'en sais quelque chose, j'ai épousé un Brésilien qui fait beaucoup d'efforts sur le sujet, dans un métier de trader de matières premières, où tu étais en prime la seule femme. Quel a été ton propre choc en rentrant dans ce milieu? À quel moment tu as réalisé qu'il y avait un décalage entre ce qu'on t'avait appris ou ce que tu avais appris toi en France et puis ce que tu vivais sur le terrain? Oui, alors, bonjour à toutes. Merci Fanny pour cette magnifique introduction. Hem, je commencerai par dire que, bon, déjà, ce travail à Sao Paulo, je suis vraiment allée le chercher. C'est-à-dire que je me suis pas du tout retrouvée là-bas par erreur ou par défaut. Et en fait, c'est très important, pour moi, de le dire parce que, en fait, c'est aussi ce qui a déterminé toute la suite. C'est-à-dire que, en fait, si je me suis accrochée, si j'ai vraiment eu à cœur finalement de rester là-dedans, de comprendre ce que j'avais pas compris, de surmonter les difficultés quand il y en avait, et cetera, c'est vraiment parce que j'étais allée chercher un métier que je désirais. Je pense que si je m'étais retrouvée sur une voie un peu par défaut, où j'avais échoué un peu à la sortie d'école et tout, l'histoire aurait été complètement différente. Et en fait, c'est d'autant plus un peu moi je suis tombée, vraiment de ma chaise à ce moment-là parce que évidemment, comme j'ai désiré ce métier-là, donc trader de matières premières dans un pays d'Amérique latine et cetera, évidemment que je m'attendais à arriver dans un milieu masculin. Je l'ai pas découvert, le 1er jour, du travail. Évidemment que je m'attendais à un milieu de performance, très alpha, très testostéroné. Enfin, je veux dire, je ne l'ai pas découvert. Je mettais les pieds en banque d'investissement. Je savais quand même un petit peu où j'arrivais. Donc, ça faisait aussi un peu partie de ce que j'avais voulu chercher. Et en fait, quelque part, ça faisait partie du défi, quoi, que je m'étais lancé à ce moment-là. Alors, pourquoi est-ce que j'avais besoin je sortais d'école, donc j'avais 23, 24 ans. Pourquoi est-ce que j'ai eu besoin à cet âge-là d'aller cocher certaines cases? Pourquoi? En fait, quelque part, on peut toujours post-rationaliser des années plus tard et tout, mais en fait, euh, ces années-là, quand je me replonge dedans, elles ont été marquées vraiment par deux sentiments prédominants. D'abord, une grande joie. En fait, je me suis éclatée dans ce métier. C'est pas du tout une parenthèse de ma vie ou une période de ma vie que je renie. Au contraire, j'ai tout appris moi là-bas, je connaissais rien à rien. J'ai été formée complètement de toutes les manières possibles, pour le meilleur et pour le pire, mais j'ai appris pendant ces 6 ans, plus je pense qu'aucun autre contexte professionnel, aucun autre métier aurait pu m'apprendre. Donc tout ça, je prends en fait, même si vraiment tous les jours n'ont pas été évidents. Et à côté de cette joie-là et cette espèce de stimulation intellectuelle permanente, où on est quand même un peu shooté à l'adrénaline et tout, il y a eu effectivement un choc de réalité qui était lié au fait de réaliser pour la première fois de ma vie, et là-dessus on est quand même toutes très inégales, je ne sais pas combien d'entre vous peuvent s'identifier à ça, mais moi je sais que bon, j'ai été une petite fille, puis une grande fille, puis une adolescente, puis une jeune femme, puis une femme, etc. Et il a fallu attendre que je rentre dans le monde du travail pour réaliser que le fait d'être une femme était une variable de l'équation dans ma vie.
avant ça, ça n'avait jamais interféré, en tout cas, c'est ce que je pensais, sur quoi que ce soit dans ma vie. Aucun type de décision, de sport, de matière à l'école, de destination de voyage. Enfin, alors, est-ce qu'on est conditionné sans s'en apercevoir ou est-ce que vraiment, vraiment... Mais en tout cas, ça ne m'avait jamais traversé l'esprit. Moi, avant de commencer à travailler, je me disais, bon, ok, il y a un plafond de verre, ok, visiblement, c'est un peu plus compliqué pour les femmes et tout, mais avec du travail, de la détermination, en étant sympa, en ayant un peu de bagou et tout, peu ou prou, voilà, j'arriverai quand même à m'en sortir, etc. Et en commençant à travailler, je me suis rendu compte que c'était pas si simple. Je me suis rendu compte que je faisais face à un système qui me dépassait complètement, avec des codes et j'allais dire, des narrations ou en tout cas des, des raisonnements un peu souterrains, en tout cas des dynamiques un petit peu sous-marines comme ça, qu'on a du mal à identifier précisément quand on arrive. En tout cas, moi, ça m'a pris du temps pour arriver à décrypter tout ça, pour comprendre. Et quelque part, les types de l'iceberg de ces constats-là, c'était de voir, et en plus c'était vraiment caricatural comme situation, parce que j'ai été embauchée le même jour qu'un autre garçon du même âge, de la même expérience, c'est-à-dire zéro, et vraiment de même diplôme, même tout, etc. Et donc j'ai pu constater très 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 rapidement, tout de suite, la mise en place de dynamiques qui n'avaient rien à voir, c'est-à-dire la manière dont sa parole à lui était perçue par rapport à la mienne, la manière dont son travail à lui était perçu par rapport au mien, et la manière dont on pouvait naturellement, mais de manière vraiment inconsciente, j'allais dire, il n'y avait pas de volonté de me nuire ou quoi que ce soit, mais c'était plus naturel dans l'esprit des gens d'orienter ce collègue vers les tâches un peu plus stratégiques, un peu plus formatrices, un peu plus qui faisaient gagner de l'argent, etc. Et moi de m'orienter plus naturellement vers le secrétariat, en gros, si je résume. Les tâches qui comptent moins, les tâches qui font moins gagner d'argent, les tâches les moins stratégiques, etc., etc. Donc il y avait déjà cet accueil par l'environnement de travail, même par les gens qui, moi, m'avaient embauché. J'ai quand même été embauchée à ce travail. Donc on ne peut pas parler de discrimination, on ne peut pas parler de tout ça. Mais ce qui m'a beaucoup désarçonnée au début, c'est de me rendre compte qu'il y avait un deux poids, deux mesures, mais qu'en même temps, ce n'était pas conscient. Et là, je me suis dit, d'accord, il y a quand même quelque chose de très, très, très subtil là-dedans, qui va être quand même assez difficile à désamorcer, parce qu'en fait, au fond, ce serait quelque part beaucoup plus simple de se retrouver face à des hommes qui vous disent, vous êtes une femme, donc votre place est là. Ou vous êtes une femme, donc vous n'êtes capable que de faire ça et pas de faire ça. Bon, dans la vraie vie, ça arrive quand même assez rarement. Mais quelque part, ce serait beaucoup plus simple. Là, les choses sont beaucoup plus difficiles à démonter, etc. Et le deuxième constat qui a été en fait le plus grand choc que j'ai fait à ce moment-là, ça a été de m'apercevoir que moi-même, j'étais aussi porteuse de comportements, de réflexes, de raisonnements, d'inhibitions qui m'entravaient. Et qu'en fait, j'avais tendance moi-même à me couper les ailes. Et ça a été vraiment quelque chose qui a été un vrai choc, parce que j'avais pas du tout compris que je pouvais être porteuse de tous ces mécanismes-là. Et donc, il m'a fallu évidemment du temps pour démonter toute cette histoire, comprendre où ça se nichait et renverser quand même la vapeur à un moment. Alors justement, parlons-en. Tu découvres que ça n'est donc pas une misogynie ouverte et qu'on soit clair, en effet, ça pourrait être beaucoup plus facile à déconstruire. Tu constates que c'est beaucoup plus subtil, donc c'est beaucoup plus complexe. Tu fais ce constat-là et qu'est-ce que tu fais de ça ? Au début, pas grand-chose, en fait. Au début, j'accumule surtout énormément de frustration, de colère, d'incompréhension. Au début, c'était vraiment... Et quand je dis au début, ça dure quand même assez longtemps, parce que... Alors, la chance que j'ai eue, c'est que quand on est en extrême minorité, ça va plus vite. C'est-à-dire que le fait de se retrouver la seule femme, quand vous rentrez dans une pièce, vous êtes la seule, quand vous décrochez le téléphone, vous êtes la seule, quand vous répondez à une question, vous êtes la seule, quelque part, ça vous met un peu, et c'est valable pour les minorités en général, quand on est en extrême minorité, quelque part, on se prend un petit peu Pardon. On se prend toujours un petit peu comme ça la réalité de plein fouet. Ça m'a aussi fait gagner beaucoup de temps, cette histoire-là. Je pense que si j'avais commencé à travailler dans un milieu plus mixte, dans un milieu... ou même culturellement moins différents, etc., peut-être ça m'aurait pris beaucoup plus d'années de comprendre tout ça. Mais donc voilà, au début, quand même, beaucoup de frustration, beaucoup d'énervement. Et en fait, il y a un jour, alors ça, je le raconte assez souvent, si vous m'avez déjà entendu le dire, veuillez m'en excuser, mais je vais quand même le raconter parce que c'est comme ça que ça s'est passé pour moi.
il y a eu quand même un jour d'épiphanie et un jour de renversement, quoi, de mon rapport, de ma relation au travail. Hem, donc je travaillais depuis environ un an et demi. Alors ça peut paraître peu, mais à l'échelle de tout ce que j'ai engrangé comme frustration et tout, moi j'avais l'impression déjà d'être là depuis des années. Et alors un jour, mon chef vient me voir comme ça, mais un peu à la cantonade, hein, c'est des personnalités aussi un peu, c'est pas hyper cadré, tout ça et tout, mais il vient me voir et il me dit: «Clara, j'ai besoin pour la semaine prochaine d'une étude technique sur les marchés» et cetera. Bon, moi j'étais encore un bébé, on me balance ça, donc je panique. J'étais évidemment toute seule à devoir faire ce truc-là et j'avais une semaine pour le rendre et donc je travaille comme une folle. Je travaille comme une folle, je me mets une pression, pas possible et cetera. Et on avait convenu que je devais présenter les résultats de cette étude-là le lundi suivant, pendant la réunion de début de semaine que tellement d'entreprises ont. Je suis sûre que vous voyez très bien de quelle réunion je veux parler. Et alors, je fais ce travail et je réussis ce travail. C'est-à-dire que j'étais très contente de moi. Je me disais, ah bah là, vraiment, bien joué. C'était pas évident, tu l'as fait. Et puis en plus, c'est intéressant ce que tu as trouvé. Donc, vivement lundi. Alors, le lundi arrive. Et la réunion arrive et elle démarre normalement. Alors, vous avez tous les traders là autour de la table et tout. Et puis, chacun y va de sa petite idée sur ce qui va se passer dans la semaine et expose sa stratégie pour la semaine et tout et tout. Et le temps passe, le temps passe, le temps passe, etc. Bon, et moi, je m'inquiète pas parce que je me dis, bon, c'est quand même le chef du desk qui m'a demandé de faire cette chose-là. Donc, a priori, il est au courant. Donc, moi, je laisse passer le temps, je laisse passer le temps. Et puis, je regarde quand même, je me dis, bon, là, les marchés vont ouvrir. Il n'a pas l'air trop énervé, mais voilà. Donc le temps passe et tout. Et puis à un moment, je vois mon chef qui regarde sa montre comme ça et qui dit bon, ben, merci à tous. Les marchés sont ouverts et à lundi prochain. Et là, moi, vraiment, j'étais enfin, très étonnée, etc. Donc je me signale quand même. Et je dis mais attends, et l'étude, qu'est-ce qu'on fait? Tu m'as demandé de faire ce travail, je l'ai fait. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Là, il me dit ah ouais, non, non, mais attends, Clara, c'est bon. Là, on n'a plus le temps. On verra ça la semaine prochaine. Et en fait, alors, est-ce que c'est les mois de frustration accumulés? Est-ce que je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là, mais j'étais tellement énervée qu'en fait, j'ai foncé à mon bureau. J'ai pas trop réfléchi, j'ai ouvert un mail, j'ai collé tous les résultats de l'étude, etc. dans ce mail et je l'ai envoyé à tous les traders du groupe. Donc moi j'étais au Brésil, mais il y avait des gens aux US, au Mexique, en Argentine, en Suisse, à Londres, en Afrique du Sud, à Hong Kong. Je l'ai envoyé à, je sais pas, une petite centaine de personnes qui ne me connaissaient pas du tout, que je ne connaissais pas du tout. Mais bon, je me disais, c'est quand même intéressant ce que j'ai trouvé, ça peut les intéresser. Et puis vraiment, j'étais vraiment en colère, quoi. Donc j'appuie sur envoi et puis après, je m'enfonce dans mon siège comme ça en me disant, mais n'importe quoi. Bon. Et en fait, ce mail-là, il a vraiment complètement changé mon rapport au travail parce que c'était la toute première fois en un an et demi que je m'autorisais toute seule à valoriser mon travail sans que personne ne m'ait donné un feu vert. C'est-à-dire que il m'avait quand même fallu un certain temps et un certain niveau d'exaspération face à un système sur lequel je butais pour finalement me dire, bah, tu sais quoi, en fait, je ne vais pas attendre que quelqu'un vienne me dire bravo Clara, me tape sur l'épaule ou me dise écoute, ça vraiment c'est un travail intéressant, je pense que ça peut intéresser les types de Hong Kong, tu devrais leur envoyer. Moi, toute seule comme une grande, je me suis dit bah, en fait, mon travail, je l'ai fait, il est bien, je vais le montrer et advienne que pourra. Et en fait, bon, ça peut paraître pas grand-chose, un mail à l'échelle de toute une vie professionnelle, mais là quand même, il s'est passé quelque chose dans ma tête parce que je me suis rendu compte à quel point, jusque-là, j'avais été passive. J'avais été attentiste. Et je me suis dit, bon sang, mais en fait, j'aurais pu passer toute ma vie professionnelle comme ça. J'aurais pu passer encore des années à attendre et à ronger mon frein et à me dire, mais quand même, pourquoi est-ce qu'il ne voit pas? Mais quand même, pourquoi est-ce qu'il ne me repère pas? Mais pourtant, on me félicite. Mais pourquoi on ne m'augmente pas? Mais pourquoi? Et en fait, cette exaspération-là m'a servi à ce moment-là parce qu'elle m'a vraiment fait renverser complètement mon rapport au travail. Et là, je me suis dit, ah d'accord, ce que je n'avais pas compris et que mes collègues masculins, il faut bien le dire, faisaient très très bien, c'est qu'il y a une part d'initiative à explorer à fond. Et que l'attentisme, la passivité, qu'on maquille en fait avec tout le champ lexical du mérite. C'est-à-dire qu'en fait, on explique que bon, ben, on mérite d'être reconnu, donc tôt ou tard, ça va venir, etc. etc. Je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui sont aussi familières de ce genre de raisonnement. C'est une erreur.
et c'est une erreur sur le long cours qui peut nous coûter très cher. Voilà ce que j'ai compris ce jour-là, et voilà comment, en fait, j'ai petit à petit, les choses se sont pas non plus faites, mais petit à petit, j'ai compris ce à côté de quoi j'étais passée complètement jusque-là. Et là, j'ai pu enclencher quelque chose. Et là, j'ai pu changer mon rapport au travail. Et là, en fait, je dis pas que mon quotidien, tout à coup, le ciel est devenu bleu et tout le monde m'a déroulé le tapis rouge, etc. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais moi, par rapport à moi, je n'ai plus jamais subi la réaction des autres parce que je n'étais plus en attente. C'est comme le métier, je sais pas s'il y en a, bon, peut-être toi, mais qui font du théâtre ou qui font tous ces métiers que moi je trouve terribles, où on dépend on passe son temps à attendre que le désir de l'autre nous choisisse, etc. Là, c'est un peu, je dis peut-être toi, mais en fait, tu fais peut-être pas du tout de théâtre, mais en tout cas, vous voyez ce que je veux dire, où ces métiers, on n'a pas d'autre choix que d'attendre d'être choisi. Bon, bah, pour plein d'autres voies professionnelles, on a vraiment le choix. Et pourtant, on se met dans cette position d'attendre d'être choisi, d'attendre d'être marqué, d'attendre d'être désiré quelque part. Et ça, c'est vraiment un contresens majeur. Et ce jour-là, c'est ce que j'ai compris. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'a dit ton chef après Oui. l'envoi du mail? Alors, ça, c'est une question qui est... Oui, alors oui, il a rien dit. En fait, il a rien dit. Alors ça, c'est... Oui, je n'ai pas été punie. Voilà, si c'est la question sous-jacente, je ne l'ai pas payé du tout. Alors peut-être il y a des gens qui se sont dit, au pire, peut-être ils se sont dit, mais pour qui elle se prend celle-là? Peut-être que certaines personnes l'ont pensé, mais pour qui elle se prend celle-là? Elle est toute jeune, qu'est-ce qu'on lui a rien demandé? Enfin, je ne sais pas ce qu'ils ont pu se dire d'ailleurs. Mais non seulement moi, j'ai jamais reçu de... Mais en plus, il y a une conséquence très bénéfique que j'avais pas du tout anticipée, qui est que comme je l'avais envoyé au monde entier, en fait, je suis devenue, pour plein de gens, le point de contact avec mon marché. Et du coup, en fait, ça m'a fait gagner en visibilité. Et ensuite, les gens, quand ils avaient besoin d'informations sur le marché brésilien, ils passaient par moi plutôt que par d'autres parce que j'étais le seul nom qu'ils connaissaient. Et donc, en fait, j'ai beaucoup, beaucoup appris ensuite sur ce qui se passait dans le reste du monde grâce à ça, alors que ce n'était pas du tout prévu. Mais en fait, ce qui est intéressant derrière cette question, c'est que souvent, effectivement, la question, c'est de dire, tu t'es autorisé à faire ça, il y avait forcément un prix derrière à payer. Et alors, évidemment que c'est le raisonnement qu'on fait toutes, hein. Et on va sûrement parler des raisons pour lesquelles on a ce raisonnement-là. Mais là, moi, je pense que ce qui m'a aidée, c'est de ne pas trop réfléchir, justement, et d'agir beaucoup plus sous le coup de la colère que sous le coup d'une stratégie, un peu de visibilité. Ce n'était pas du tout ça. Mais c'est très intéressant, cette relation à la culpabilité, à la peur, en fait, hein, qu'on peut avoir avec le fait de valoriser nous-mêmes ce qu'on fait, exister, en fait, prendre de la place, prendre de la voix, enfin... Ça, c'est très intéressant et pour moi, c'est le nœud de l'intrigue. Comment on fait pour gérer cette culpabilité-là, cette peur-là, et à s'autoriser à faire les choses malgré tout? Parce que souvent, on envisage aussi le pire. Et les gens, souvent, même s'ils pensent... Bon, mais surtout, les gens sont occupés la plupart du temps à autre chose. Même si les pensées négatives les traversent, ça ne dure pas très longtemps. Mais c'est effectivement une question qui revient souvent parce que quand on est une femme, on sait à un certain degré, plus ou moins consciemment, que le jour où on décide de faire le pas en avant, de verbaliser ce qu'on veut, de demander de l'argent, de dire je, en fait, hein, de vouloir vraiment exister dans le monde professionnel, on prend le risque de déranger, on prend le risque de déplaire et on prend le risque de payer à un certain degré notre acte d'audace vraiment inacceptable pour le système dans lequel on évolue. Donc c'est bien normal d'avoir ce genre de raisonnement-là. C'est très intéressant ce que tu partages aussi parce que ce qui revient encore par rapport à ce que vous avez sûrement entendu toute la journée, c'est cette notion de petit pas finalement. Tu as juste envoyé un mail et ça a changé tout le reste. Il y a encore cette notion de un petit pas. Bon. Donc tu finis par rentrer à Paris, par délaisser les Brésiliens et tout ce que tu y avais bousculé. Tu décides de créer un podcast pour partager cette nouvelle posture, ce nouveau rapport au travail que tu as expérimenté. Quelle est la motivation à ce moment-là? Est-ce que tu te rends compte à ce moment-là que tu as mis le doigt sur un vrai sujet pour les femmes et donc il est question pour toi de leur dire « Attendez, moi j'ai trouvé quelque chose et je veux vous le partager ». Est-ce que c'était ça ou est-ce que c'était un autre type de mission? Pourquoi tu as fait ça? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, quand j'ai commencé à vraiment prendre conscience que le fait d'être une femme qui travaille, c'est pas neutre, en fait, hein, qu'on soit au Brésil ou ailleurs, c'est pas rien, en fait, d'exister en tant que femme dans le monde professionnel.
Et quand j'ai commencé à mettre le doigt sur les mécanismes et ce que je comprenais au fur et à mesure, évidemment, ce que j'ai fait au début, c'est en parler autour de moi. Et je me suis rendu compte très très vite. On était en 2000. Ça part un peu loin maintenant, 2017, 2018. Donc ça fait un peu longtemps maintenant. Et en fait, on parlait moins de ces sujets à ce moment-là. Et donc je commençais à en parler autour de moi. Et ce que je réalisais, c'est qu'il y avait quand même beaucoup d'expériences partagées. Même si les contextes étaient différents, même si les entreprises étaient différentes, il y avait beaucoup, beaucoup de constats qui étaient les mêmes. Et puis en fait, ce que j'ai commencé à se faire à ce moment-là, avec la complicité d'une copine qui bossait chez Goldman Sachs à Sao Paulo, c'était d'organiser des petits ateliers, pas clandestins, mais c'était pas non plus totalement. C'était chez Goldman, mais c'était un peu voilà. Elle faisait venir un petit peu les juniors qu'elle connaissait, etc. Et j'ai commencé comme ça à faire des ateliers qui s'appelaient les As Regras do Jogo. Donc ça avait déjà le même nom, mais en fait, ça a commencé comme ça. Et en fait, je voyais que ça marchait au sens où je voyais qu'il y avait de l'intérêt, puis je voyais vraiment que c'était des propos qu'elles n'avaient jamais entendus. Et moi, je me suis dit, mais moi, ça m'aurait fait gagner tellement de temps d'entendre ça avant de commencer à travailler, en fait. Je suis rentrée en France, c'était un petit peu le moment où les podcasts commençaient à vraiment, vraiment émerger. Et donc, je me suis dit, bon, ben voilà, beaucoup plus efficace que des ateliers où il n'y a que 10 personnes, faisons un podcast. Et c'est comme ça ensuite que les choses se sont déroulées. Mais j'avais pas du tout de notion de mission. C'était plus pour moi une conviction que c'était un message à faire passer. Oui. Ouais. Tu as quand même mesuré en tout cas l'importance du message, ça c'est une réalité. Bon, on se les raconte un peu ces fameuses règles du jeu là, tu peux nous en donner 2-3 et nous nourrir un peu avec ça? Oui, alors les règles du jeu, il y en a 10. J'entends les feuilles, Ah oui, non. les papiers. N'oubliez pas, pardon, excuse-moi de t'interrompre une seconde, toutes les conférences dans cette salle sont filmées. Il y aura un replay à peu près 3 heures après la fin de l'événement. Pas du tout, pas du tout. C'est pour mettre un petit peu de pression à Thomas. 15 jours à peu près après la fin de l'événement, vous aurez le replay sur YouTube. Sur YouTube. Sur YouTube. Donc, prenez des notes très bien, mais vous aurez la redite. Voilà, je t'en prie. Non, mais je vais en citer quelques-unes, mais bon, il y en a 10 qui sont un petit peu vraiment ce que moi, vraiment, j'aurais aimé entendre avant de commencer à travailler. Donc, il y en a une, alors elle est vraiment, je commence par celle-là, c'est pas la première, mais qui s'appelle « De loin, on ne voit que les cathédrales ». Et alors, je commence par celle-là, parce que celle-là, elle est vraiment, vraiment, il y a beaucoup de métaphores dans ma manière de présenter les choses, parce que je fonctionne comme ça, par image et tout ça. Et en fait, les cathédrales, c'est fou parce que les gens l'ont inclus dans leur vocabulaire quotidien. Donc, je pense que cette image-là, elle a vraiment bien marché. En fait, ça veut simplement dire que quand vous êtes en haut de la pyramide d'une entreprise, etc., vous ne voyez que ce qui se voit. Vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le loisir de rentrer dans le détail de ce que chacun des membres de votre équipe, etc., fait. Et donc, ça souligne l'importance de s'assurer de participer aussi au projet d'envergure. Voilà. De ne pas vous laisser enfermer par le quotidien, les tâches un peu routinières, les tâches invisibles. C'est regarder autour de vous, est-ce qu'il y a des projets un petit peu plus stratégiques pour l'entreprise, un petit peu plus qui assurent un petit peu votre visibilité ou qui vous permettent de travailler avec d'autres gens qui peuvent vous permettre de vous faire repérer. En gros, c'est ça. Parce qu'en général, ces projets-là, c'est aussi les projets sur lesquels on apprend le plus, c'est les projets qui ont les plus de budget, c'est les projets sur lesquels on rencontre le plus de monde, on apprend le plus de nouvelles compétences, etc. Et donc, cette histoire de cathédrale, de se poser la question, est-ce que j'ai des cathédrales autour de moi? Eh ben, c'est vraiment, vraiment une image qui a beaucoup marqué les gens. Et alors, parfois, maintenant, ils en parlent comme... Enfin, c'est rentré dans le langage courant de certaines personnes. Alors, c'est vraiment amusant. Donc ça, c'est une. La première, elle s'appelle tout simplement Mon travail et mon travail. Comment on fait pour s'assurer que quand on fait quelque chose, les gens autour de soi savent bien que c'est vous qui l'avez fait? Pas se faire siphonner son travail par quelqu'un ou pas fait que vos résultats, votre matière grise, votre créativité soient un petit peu aspirés par le flot des collègues, des conversations, etc. et un petit peu dissous dans le quotidien du travail. Comment on fait pour s'assurer que les gens qui décident, en gros, vous associent bien au travail que vous avez fait? Voilà. La deuxième, elle s'appelle l'entreprise à la mémoire courte. De ne pas se leurrer sur le fait qu'en fait, les gens autour de vous, votre hiérarchie, mais aussi vos collègues, ils ne se souviennent pas exactement ou ils ne soupçonnent pas exactement à quel point vous avez mis
encore une fois, de talents, de compétences, de matière grise dans telle ou telle tâche. Comment vous faites pour rester dans leur paysage mental et comment vous faites surtout quand on approche d'une échéance, au hasard la fin de l'année, au hasard la période des bonus si vous êtes dans ce genre d'industrie ou quoi. Comment vous vous assurez pour mettre un peu les gaz en termes de communication, en termes de visibilité, pour que les gens qui décident des enveloppes de fin d'année, par exemple, savent bien ce que vous avez fait, etc., etc. Ne pas oublier qu'en fait, les gens, souvent, ils sont occupés, j'allais dire ailleurs, mais ils sont occupés à gérer leur propre trajectoire à eux. Ça n'est pas personnel, c'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de vous aider, vous promouvoir, etc. C'est leur faciliter la tâche que de leur mettre sous le nez ce que vous avez fait en leur posant des questions, en les informant, etc., etc. Parce que les gens sont occupés, ils ont eux-mêmes des promotions à gérer, ils ont eux-mêmes des augmentations à négocier, etc., etc. Donc, comment on fait pour vraiment leur faciliter la tâche et s'assurer qu'en fait, quand ils pensent à vous, ils voient à peu près qui vous êtes, ce que vous avez fait et en gros, quelles sont vos attentes pour l'année d'après en termes d'argent, en termes de poste, etc., etc. L'entreprise a la mémoire courte. Les gens oublient, en fait. Les gens oublient. Personne mieux que vous ne peut savoir ce que vous avez fait. Donc voilà, il y a des exemples, il y en a 10 en tout. Comment ne pas se laisser réduire à son genre quand on est une femme en entreprise. Les plats ne repassent pas. Comment on fait pour saisir des opportunités même quand on ne se sent pas prête. La dernière, elle s'appelle Takes Two to Tango. Je le dis, même si ce n'est pas forcément l'objet... c'est vraiment la dernière. En fait, de toute façon, l'objectif de ces règles du jeu, c'est vraiment de dire le monde du travail, c'est pas du sur-mesure. Quand vous rentrez dans une entreprise ou même quand vous êtes indépendante, voilà, vous allez avoir affaire à des gens, vous avez affaire à une culture, vous avez affaire à un cadre qui vous préexiste, que vous ne choisissez pas et surtout qui ne pourra pas être modelé à votre image. Mais comment on fait malgré tout pour se tailler là-dedans un espace de liberté, un espace pour exister, un espace pour s'exprimer, etc., etc. Ça, c'est le but du jeu, en fait. Une fois qu'on a tout essayé, si ça ne marche pas, si vous vous heurtez à des difficultés trop grandes, à un management toxique, parce que ça, c'est quand même assez répandu, si vous êtes malheureuse au travail, il faut bouger. Donc, ne pas oublier qu'une fois qu'on a vraiment fait tout ce qu'on pouvait faire, on n'est pas non plus dos au mur, le monde du travail est vaste et on a le droit d'aller voir ailleurs. Donc ça, c'est la toute dernière, parce qu'évidemment, c'est en ultime recours, mais ne pas se mettre soi-même dans une prison un peu mentale en se disant « je suis coincé, je suis coincé ». Bien souvent, on ne l'est pas autant qu'on le pense. Ce qui rejoint ce que tu disais au départ, c'est pas miraculeux. Il y a des règles du jeu, en effet, que tu as pris soin de détailler et d'exposer, mais c'est pas miraculeux. Parfois, il n'y a pas de solution et on peut aussi juste décider de partir. Sur cette édition, on parle beaucoup d'argent. Gros sujet, l'argent, surtout quand il est question de négocier son salaire ou des tarifs. On est quand même souvent dans un grand moment de vulnérabilité. On a donné quelques chiffres ce matin, je ne sais pas si vous étiez là. Je les ai plus en tête, mais c'était à peu près 29% de femmes qui négocient leur salaire, leur rémunération à la hausse contre 49% des hommes. Donc il y a un écart qui est gigantesque, hein, quoi qu'on en dise. Pour toi, selon toi et de ton expérience, avec tout ce que tu as aujourd'hui dans ta besace, quel est le premier mécanisme psychologique qu'on peut débloquer pour dépasser ça? Alors, là, on touche vraiment au cœur du réacteur, mais j'adore cette question, qui est le thème de la désobéissance et de la transgression, qui est un thème tellement cher à mon cœur, qui pour moi est vraiment le nœud de l'intrigue. J'en ai déjà un peu parlé, mais l'idée, c'est de dire, en fait, j'ai eu une épiphanie, il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être 1 an et demi ou 2. J'étais à un événement un petit peu comme ça, et puis alors il y a une question qui est survenue sur le syndrome de l'imposteur. Et en fait, je ne sais pas pourquoi ce soir-là, le syndrome de l'imposteur, je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus en entendre parler du syndrome de l'imposteur. Pourquoi ce soit là plutôt qu'une autre, je ne peux pas vous dire, mais j'étais là, mais si j'ai encore une question sur le syndrome de l'imposteur, là, j'y arrive plus. Et en fait, je me suis dit, c'est quand même incroyable cette histoire de syndrome, parce que, bon, c'est théorisé depuis les années 60, hein, c'est quand même assez vieux. C'est un phénomène qui est tellement identifié, qui est tellement maintenant précis, que les femmes sont capables non seulement de l'identifier, mais de se rendre compte en live, en réel, enfin en temps réel, quand elles en sont victimes. Donc on est à ce niveau de précision. Et pourtant,
Normalement, quand on arrive à nommer les choses, à les identifier, à mettre de la distance, c'est le premier pas pour s'en débarrasser. Pourtant, le syndrome de l'imposteur, ça nous colle à la peau. On ne s'en défait pas. Et là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas. Et donc, en poussant le raisonnement encore un pas plus loin, j'ai réalisé quelque chose. C'est qu'en fait, quand on est une femme qui travaille, prendre la décision de sortir de la posture qui est attendue de nous, ça nous est jamais dit comme ça. Mais le monde du travail, qu'est-ce qu'il demande aux femmes? À la fois, il nous dit, bien sûr, vous êtes bienvenus. Bien sûr que vous avez votre place. On est en France, vous avez fait des études, c'est magnifique, bienvenue, on a besoin de vous, vous faites partie de la population active, bienvenue les femmes. Et en même temps, on dit aux femmes, ah, mais attendez, vous êtes bienvenues, sauf que sous un certain nombre de conditions. À condition d'être un type de femme. Une femme qui parle, mais pas trop fort. Qui progresse, mais qui n'est pas trop ambitieuse. Qui gagne sa vie, mais qui n'en demande pas trop, de l'argent. Qui donne son avis quand on lui demande, mais pas à la cantonade. Et qui, en gros, reste un petit peu en coulisses. C'est-à-dire, ça reste en fait ce profil de femme qui est d'abord au service de l'autre plutôt qu'à son service personnel. Dans une posture comme ça, un petit peu de retrait, de passivité, etc. Vous sortez de ces contours-là, ça ne fonctionne plus. Vous prenez la parole, vous posez des questions, vous passez la porte de votre boss, vous demandez de l'argent, vous dites que vous êtes d'accord ou au contraire que vous n'êtes pas d'accord, vous dites, moi, mes conditions pour faire ça, je dois être partie à telle heure parce que j'ai des contraintes, etc., etc. Tout ça, à partir du moment où vous commencez à faire ça, les problèmes aussi commencent. Alors, on pourrait débattre de ça, mais moi, j'ai eu un contre-exemple, mais moi, j'ai eu des boss super, etc. Dieu merci, il y a des contre-exemples et Dieu merci, il y a des contextes dans lesquels ça ne se passe pas comme ça. Mais en majorité, quand on est une femme qui travaille et qu'on assume de prendre sa place, d'exister dans tous les sens du terme, physiquement, oralement, par son opinion, par sa contribution, par ses accords, son désaccord, par le fait de revendiquer les promotions qu'on veut, l'argent qu'on veut, on prend le risque, toujours, de déplaire à quelqu'un quelque part. On désobéit. On s'affranchit de la version standardisée de ce qu'une femme est censée être, j'allais dire, au travail et en dehors. À partir du moment où on sort de chez nous, il y a quelque chose un peu là où il y a une version de femme qui est acceptée, les autres, si elles prennent trop de place, elles dérangent. C'est extrêmement transgressif de vouloir se réaliser au travail, de vouloir prendre sa place, etc. Et donc forcément, ça nous met, nous, en tant que femmes, dans une tension énorme. Parce qu'en fait, la conséquence de ça, c'est de devoir choisir en permanence entre j'avance professionnellement, je négocie mes tarifs, je gagne de l'argent, et en même temps, je ne suis de moins en moins appréciée. Donc il faut choisir entre le fait de se réaliser professionnellement et le fait d'être appréciée. Et ça, c'est un choix qui est complètement contre nature. Ça, c'est un choix extrêmement difficile à faire. Donc on en revient au syndrome de l'imposteur et on en revient à toutes ces questions, à la question que tu posais tout à l'heure de qu'a dit ton chef le jour où tu t'es autorisé à envoyer ce mail. En fait, la question qui sous-tend là, c'est il y a un prix à payer à faire ça. Quel a été le prix à payer pour toi? Et en fait, c'est pas qu'on a tort. Il y a effectivement quelque chose là qu'il faut qu'on apprenne à négocier. Et moi, ce que j'essaye de dire à travers mon travail, c'est parfois je trouve que quand on parle des femmes dans le monde du travail, on fait des fausses promesses. Parce que c'est comme si, en fait, la destination, ça devait être la sérénité, le confort. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit, je vais au salon professionnel, je vais appliquer tous les conseils, je vais écouter, ou alors je vais écouter les podcasts, etc. Et quand j'aurai tout compris, et quand je ferai tout bien, eh bien, il y a un jour où je vais me réveiller, et le ciel sera tout bleu, et ma légitimité sera acquise, et mes chefs seront d'accord pour m'accorder ce que je demande parce que je l'aurai mérité, et tout le monde m'aimera. Et en fait, ce moment-là, il n'existe pas. La vérité, ça c'est ma conviction personnelle, c'est que votre syndrome et le mien de l'imposteur ne s'en va jamais. L'inconfort, quand on se lance dans quelque chose, quand on demande quelque chose, quand on fait valoir quelque chose, persiste. Elle est toujours là. Et en fait, le vrai enjeu, c'est comment je fais pour avancer malgré tout ça. Comment je fais pour avancer avec mon syndrome de l'imposteur sur l'épaule? Comment je fais pour rentrer dans une salle de réunion? Comment je fais pour faire une négociation commerciale avec un nouveau client alors que j'ai peur, alors que je me dis que je ne le mérite pas, alors que j'ai peur de sa réaction, etc., etc. Et donc ce rapport à la désobéissance, et par désobéissance, j'entends vraiment le fait de faire un pas à côté de cette version attendue de ce qu'une femme doit être. Parce que là, je fais aussi une parenthèse un peu
de conditionnement social. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les gens, hommes et femmes d'ailleurs, c'est aussi ça qui est compliqué à gérer. Parce que nous aussi, évidemment, on est pétris de biais cognitifs dans tous les sens, évidemment. Mais ce qui se passe, c'est qu'un homme, évidemment, je ne dis pas que la vie professionnelle est rose pour les hommes, c'est pas du tout le propos. Mais il n'empêche qu'un homme qui gagne sa vie, qui demande plus d'argent, etc., il est dans son rôle social de pourvoyeur du foyer. En gros, si on simplifie. Une femme qui travaille, qui demande de l'argent, etc., on ne sait pas trop où la placer. À quoi ça sert? À quoi ça rime? C'est de l'argent de poche? C'est quoi? C'est pour quoi faire? Voilà. Donc en fait, là, on en est quand même encore là. Donc il y a quand même une histoire là d'ouvrir la voie et de procéder sans modèle. Et ça, ou avec peu de modèles encore, disons. Et ça, c'est très très difficile à faire. C'est le lot de nos générations. L'état du monde aujourd'hui, il est comme ça. Peut-être dans 30 ans, peut-être dans 50 ans, peut-être dans 150 ans, je ne sais pas. Mais nous, notre génération, elle vit avec ça. Donc en fait, l'inconfort fait partie de la trajectoire professionnelle. Ne pas attendre la sérénité, ne pas attendre ce jour où, ce grand soir, en fait, où on va se dire ah, c'est bon, je suis légitime. Ah, c'est bon, tout le monde est d'accord avec moi. Ah, c'est bon, je l'ai mérité. Je pense que ça n'arrive absolument jamais. J'ai oublié ta question, mais... Tu y as très bien répondu, je pense. Hein. Alors moi, j'allais pas te parler du syndrome de l'imposteur, mais finalement, ça y rejoint un peu. J'allais te parler... Ah non, pardon, excuse-moi. On parlait d'argent. Pardon, désolée, je veux reboucler avec l'argent. Voilà, pardon. C'est qu'en fait, l'argent, évidemment, quand on prend tout ce raisonnement, c'est l'ultime frontière. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de demander de l'argent? Mais parce qu'en fait, c'est le dernier tabou, c'est la dernière frontière, de pousser la porte de quelqu'un et de lui dire « je veux plus d'argent ». Pourquoi est-ce que... Alors, il y a eu un débat il y a quelques années, les écarts salariaux, etc. Est-ce que c'est lié au fait que les femmes demandent moins? Ou est-ce que c'est lié au fait qu'elles obtiennent moins quand elles demandent? En fait, les deux sont vrais. Et ça illustre parfaitement ce que je viens de raconter, c'est-à-dire qu'à la fois, on s'interdit d'y aller, mais à juste titre, parce que en fait, on sait quelque part, et tout ça c'est très inconscient, qu'il y a peut-être éventuellement un prix à payer derrière cette conversation. On se dit, mais attends, c'est l'équilibre entre j'y vais pas, en fait, où est-ce que j'ai le plus à perdre là-dedans? Et à la fois, quand on y va, eh ben, la réalité prouve qu'un homme qui rentre dans une pièce pour demander plus d'argent et une femme qui rentre dans la même pièce avec la même personne pour demander plus d'argent, ça n'est pas perçu de la même manière. C'est perçu en majorité de façon plus négative que quand c'est un homme. Ça, c'est vrai. Voilà. Et alors, du coup, pourquoi est-ce que les femmes demandent moins ou pourquoi est-ce qu'il y a tant d'écarts salariaux? Parce qu'il y a aussi tous ces mécanismes sociétaux, inconscients, qui datent de l'origine de nos sociétés, en fait, contre lesquels on est un petit peu, nous, en train de se battre tous les jours. Pour essayer malgré tout de forcer les murs, de faire avancer la société, de changer le paysage professionnel français, disons, même s'il n'y a pas du tout que la France qui est concernée, mais enfin... Donc en fait, on en est là. Donc évidemment que les questions d'argent, c'est difficile, c'est l'ultime tabou, c'est la prochaine frontière, mais comme pour le reste, ça n'est pas du tout une raison pour ne pas y aller. C'est des conversations inconfortables, c'est des conversations difficiles, mais il faut le demander quand même, il faut négocier son tarif quand même, il faut y venir et y revenir et y revenir et y revenir. Et avec le temps et la pratique, évidemment, les choses deviennent plus faciles, même si je ne pense pas qu'elles deviennent jamais complètement faciles, de toute façon. C'est important de le dire. Où tu en es, toi, avec cette désobéissance? Est-ce que tu es encore en chemin, toi aussi? Est-ce que tu continues à te faire violence pour te mettre un petit peu à côté de ce qu'on attend de toi? Ou est-ce que tu sens que quand même tu atteins aujourd'hui une forme de vision sereine, sans parler de sérénité, de vision sereine? En fait, non, moi je suis vraiment, en fait, je pense que le temps, aide beaucoup et la pratique aide beaucoup. Maintenant, moi j'ai toujours, des peurs et j'ai toujours, des craintes et c'est plus par vagues, ça part, ça revient, c'est pas du tout linéaire. C'est pas du tout linéaire, en fait. Voilà. Mais ça, je trouve que c'est quelque chose à vraiment aussi avoir en tête. Je trouve qu'il y a aussi parfois un rapport à la vie professionnelle où on a le sentiment qu'une vie professionnelle réussie, c'est comme une autoroute ascendante, une espèce de ligne droite où on s'est déterminé et puis alors on sait et puis en fait on ne fait que monter parce qu'en fait on y arrive, etc. Mais en fait, ça n'est pas du tout une ligne droite. Je crois. On a le droit de changer, la vision qu'on a du succès. Bah, par exemple, moi, donc, j'ai commencé quand j'étais toute jeune, vraiment, ma vision du succès, et bah, c'était en fait une vision assez masculine du succès.
Il fallait gagner de l'argent, il fallait être performante, il fallait être dans ce milieu-là très sélectif et tout. Bon, bah, aujourd'hui, ma vision du succès, elle a complètement changé. Donc, il y a des vagues et puis il y a des moments où, pareil avec l'argent. Enfin, moi, c'est vraiment ma manière de voir les choses. Mais du coup, évidemment que pour toutes ces questions-là, je suis aussi sujette à ces vagues. Il y a des moments de grande confiance et puis il y a des moments de grande vulnérabilité et ça revient. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est de voir comment ne pas être gouverné par ses peurs quand elles sont là. C'est pas de se débarrasser de ses peurs, c'est de ne pas être gouverné par elles quand elles sont là. Ça, c'est plus intéressant, je trouve, comme trajectoire. Parce qu'en fait, je crois que cette idée de je veux me débarrasser de mes peurs, de mes doutes, je veux oser et tout, en fait, je crois que c'est aussi se mettre des objectifs qui sont inatteignables. Je ne sais pas si c'est très réaliste dans le fond de se dire je vais me débarrasser de mes peurs et ensuite je vais mettre les gaz sur ma vie professionnelle. Je pense que ça c'est une erreur. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est avancer avec toutes ces peurs, tout son chariot de peurs, le traîner avec soi et en fait au fur et à mesure on se déleste. Mais c'est pas l'inverse parce que je crois pas que les peurs disparaissent du tout. Même si évidemment le temps et les succès aident énormément. Mais tout ça, c'est tellement enraciné. Moi, ce que j'adore, en fait, dans le travail, dans la question du travail, c'est qu'on a l'impression de parler d'un sujet froid et rationnel et cartésien, et on parle d'entreprise et de structure, etc. Alors qu'en fait, on ne parle que de rapport aux autres, rapport à l'autorité, rapport à l'argent, donc rapport à la valeur que l'on s'accorde, que l'on accorde aux autres, la peur du rejet. Ce ne sont que des sujets extrêmement intimes. Donc vous voyez le niveau de complexité auquel on est, notre échelle individuelle, notre histoire personnelle, qui rencontre l'histoire personnelle de tellement de gens qu'on n'a en plus pas du tout choisi, qui rencontre la trajectoire d'une structure qui n'a en plus... On est à des niveaux de complexité inouïs. Donc en fait, il y a deux stratégies. Soit on essaye de dénouer les fils un par un et on passe 50 ans en psychanalyse chacun et on espère vraiment qu'un jour, on aura fini notre psychanalyse et on pourra commencer notre vie professionnelle. Soit on commence aujourd'hui. Voilà, quand c'est tout imparfait et chaotique et brouillon. Et on voit ce qui se passe. Moi, c'est plutôt ça ma stratégie. Et je suis fille de psychanalyste, donc je n'ai absolument rien contre la psychanalyse par ailleurs. Merci Clara. On va s'accorder un temps de questions-réponses. Avant ça, on s'est dit tout ça. Je pense qu'on est galvanisé, non? Comment on est? On est pas mal là. On a envie de le faire, ce petit pas là, en tout cas de passer au-delà des peurs. Merci pour ça. Si on veut aller un peu plus loin là, si on veut quand même un peu bachoter, histoire de mettre dans notre chariot, en plus de toutes nos peurs, quelques petits concepts, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on te retrouve? Où est-ce qu'on continue à avancer sur ce sujet-là? Le podcast, déjà, c'est une très bonne porte d'entrée pour voir si mon travail résonne avec vous. Il s'appelle Les règles du jeu. Il est très facile à trouver vraiment sur toutes les plateformes. Donc ça, déjà, et il est extrêmement concret. C'est 10 fois 5 minutes. C'est facile à écouter. C'est pas des interviews. C'est vraiment 5 minutes à chaque fois sur un thème qui, pour moi, donc les thèmes, en gros, c'est la visibilité, la promotion de son travail, le rapport à l'argent, le rapport aux autres, ce que veut dire être une femme au travail. Enfin, c'est vraiment tous les sujets, j'allais dire un peu universels, qui nous concernent toutes ici, quel que soit le moment où vous en êtes de votre carrière, l'industrie dans laquelle vous êtes travaillé, salarié, indépendant, entrepreneur. En fait, c'est vraiment des sujets qui nous traversent toutes. Donc ça, je trouve que c'est un bon début. Et évidemment, le livre, c'est le pas suivant, parce que c'est comme si le podcast, c'était un peu le type de l'iceberg, et le livre, c'est la partie sous l'eau, quoi. Voilà. Livre donc que tu as réédité, Ouais, qui est donc dans sa deuxième version. Oui. Et tu es en train d'en écrire un autre, Oui. qui est un peu différent. Tu me disais, on parle toujours de désobéissance ou de transgression. Oui, alors celui-là, ça va être un objet. Je suis en train de l'écrire, donc espérons que voilà. Mais un objet très différent. Je peux pas en dire trop pour l'instant, mais ça parlera toujours aux femmes qui travaillent. Mais là, ça va être vraiment un objet beaucoup plus, j'allais dire, comment est-ce que je peux décrire ça? En fait, si je devais le décrire physiquement, ce serait un peu genre, voilà. T'as tout dit, non? Voilà mon pitch. Mon pitch à ma maison d'édition ressemblait à ça. Non, mais en fait, c'est un peu ça. C'est OK, tous les verrous sautent. On a compris, on a intellectualisé, etc. Et tout à coup, ta 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 ta. Voilà. Et là, voilà, c'est un peu ça. Comment on respire, comment on, vous voyez, on prend de la place. J'allais dire physiquement, quoi. Il y a un truc un peu comme ça. Voilà. Formidable. Bon, est-ce que vous avez des questions pour Clara? Est-ce qu'on alors là, je vais pas les chercher, quoi. Ça va vite. Bonjour Clara.
Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'ai une question parce que par rapport à ce que vous avez dit sur le fait qu'il faut faire des choses, qu'il y a de l'espace et qu'il faut le prendre, quelque chose m'interpelle beaucoup. Et donc, ma question, c'est si mes valeurs sont l'équipe et l'entraide, comment je fais en entreprise? Surtout quand je suis une femme, Oui, très bonne manifestement. question. Oui, mais c'est des très belles valeurs qui ne sont pas du tout antinomiques avec ça. En fait, ce qui fait aussi la valeur d'une équipe, c'est la somme des talents individuels. En fait, en fait, c'est très intéressant votre question parce qu'on retombe encore sur la notion de culpabilité. Quelque part, ce que vous êtes en train de dire, c'est mais est-ce que j'ai le droit, moi, est-ce que je tire pas un peu la couverture quand je dis ce que j'ai fait alors qu'en fait, on est une équipe et qu'évidemment, c'est une somme, c'est une énergie collective qui fait qu'on arrive au succès, etc. Et on retombe sur cette histoire et de conditionnement parce que c'est aussi un trait très féminin, ce que vous venez de dire, de, en fait, être au service du collectif davantage d'être au service de son avancée personnelle, etc., etc. Et en fait, évidemment, tout dépend du contexte, etc. Mais moi, je pense qu'il n'y a rien de, comment dire, c'est comme si c'était pas fair play. Enfin, c'est comme si c'était un petit peu se salir un peu les mains que de vouloir dire je quand vous avez travaillé en groupe, etc. Moi, je crois pas que ce soit vrai. Parce qu'en fait, je crois que ce qui fait que l'équipe fonctionne, c'est aussi ce qu'on met de son talent individuel au service d'une équipe. On a le droit de dire je pour parler quand c'est vous qui l'avez fait, bien sûr. On a le droit de dire je. On a aussi le droit, si c'est vraiment quelque chose qui vous met mal à l'aise, de parler au nom de l'équipe. Celui qui parle, c'est quand même s'il parle au nom d'un collectif, c'est quand même aussi celui qui met en valeur les autres et qui donc indirectement se met en valeur. Mais là, en vous répondant, ça me fait aussi penser à un concept alors on va partir un peu loin, mais qui moi, me semble tellement fondamental et peut-être ça peut vous réconcilier avec ça. C'est dans l'impératif catégorique de Kant, donc on retourne au bac. Hein. Et en fait, dans l'impératif catégorique, ce que dit Kant, il parle du devoir de faire bon usage de ses talents. Et ça, j'adore. Parce qu'en fait, tout le monde a des talents. On a tous des talents. Et en fait, ce qu'il nous dit, lui, c'est de dire, mais vous avez un devoir. C'est une obligation, j'allais dire, sociale, d'identifier ce talent et de le mettre au service des autres. Mais c'est votre talent. C'est votre talent à vous. Et il n'y a pas de honte à dire ça, c'est mon talent. Parce qu'en fait, quelque part, quand on sort son talent de soi, ça revient à ce que tu disais en introduction un petit peu, la facilité, la générosité dans le fait. Eh ben, en fait, c'est quand on sort son talent de soi et qu'on le donne aux autres, on a le droit de dire je, mais on est aussi au service. Et je comprends très bien ce tiraillement entre l'envie d'être quand même reconnu pour ce qu'on fait, qui est quand même humain. Je veux dire, on est aussi là pour occuper, pour avoir une fonction sociale, tout autant qu'on est là. Et en même temps, le fait de ne pas avoir envie de tirer la couverture, d'avoir bien conscience que les dynamiques collectives, c'est pas si simple et on n'est pas tout seul à faire les trucs, etc. Et vous avez raison. Et en même temps, moi, je trouve que cette notion de devoir de faire bon usage de ses talents, elle vous permet de réconcilier les deux. Donc, si jamais ça peut aider. Super réponse. Merci beaucoup. Et moi, ce sont des sujets qui me touchent et qui me parlent. Et donc, moi, j'accompagne des femmes dans leur évolution professionnelle. Et dernièrement, enfin, c'est pas dernièrement, c'est 2-3 femmes qui ont eu à prendre des postes à responsabilité. La remarque en off qu'elles m'ont faite, c'est est-ce que finalement je suis légitime et est-ce qu'on surfe pas sur cette fameuse vague de la discrimination positive où on a besoin d'un peu plus de femmes à la direction? Qu'est-ce que vous répondriez à ces femmes si elles étaient présentes? Moi, je leur dirais aucune importance. En fait, j'ai envie de vous dire, peu importe, tant mieux pour elles. En revanche, je pense qu'il faut quand même se souvenir d'une chose, c'est que l'entreprise ne fait pas la charité. Hein. Jamais. Hein. Donc, discrimination positive ou non, ils vont quand même nommer des gens dont ils pensent qu'ils vont être capables de faire le travail. Ça, c'est une certitude. Il n'y a pas de... Voilà. Maintenant, moi, je suis très favorable aux quotas parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Les quotas, c'est des exemples. Les quotas, c'est des nouvelles normes. Et pour changer les narrations sociétales, il faut des gens. En fait, il faut pouvoir se représenter et voir des femmes au poste de responsabilité. Le plafond de verre, quand vous regardez... Alors, on a quand même de la chance en France, il y a beaucoup de lois qui ont été votées ces dernières années, en très peu de temps d'ailleurs. Donc, ça prouve quand même que, bon, il y a quand même des vraies avancées. Parce que moi, je crois que les lois, elles reflètent la société, pas l'inverse. Elles ne précèdent pas la société. Donc, ça veut bien dire quand même que la société française est prête. Maintenant, malgré les lois,
il y a des plafonds et les limites, elles sont pas tant dans les niveaux hiérarchiques, même si évidemment il y a des limites, mais elles sont aussi dans les postes stratégiques. Vous avez beaucoup de femmes COMEX, etc., au RH, à la com, etc. C'est super les RH et la com, mais dans une entreprise, c'est pas des postes qui font gagner de l'argent, par exemple. Donc le jour où on aura des DRH, des Head of Communication et des DAF et des CEO, vous voyez ce que je veux dire? Ça, pour moi, on est encore là, on bloque trop. S'il y a et pour moi, il y a une des meilleures manières de contrer cette chose-là, c'est de placer, de gré ou de force, des femmes à ces endroits-là. Parce qu'en fait, on est loin de la question du mérite et des compétences. Ces jobs-là, évidemment qu'elles sont capables de le faire, comme n'importe quel homme est capable de le faire. On n'est pas sur des histoires de compétences intellectuelles. En revanche, la puissance de la discrimination positive, c'est qu'elle change les narrations, elle change les récits. Donc moi, je me fiche complètement de savoir si elles étaient là dans le pool de candidats, c'est qu'elles devaient y être. Il y a pas, on commence pas, voilà. Et après, l'histoire s'écrit. L'histoire est jamais préécrite, même quand un homme prend un poste, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va en faire, on ne sait pas. Donc l'histoire s'écrit aussi, pas trop spéculer quoi, à l'avance sur l'issue de je ne sais quoi. Merci Clara. D'autres désobéissances dans la salle? Ah, ben, ça m'étonne pas. Oh, comme c'est étrange. D'abord, merci pour votre intervention et surtout pour les peurs, parce que c'est quelque chose que je n'avais pas en tête. Moi, je viens de me faire virer. Ma manager m'a eu dans le nez, elle m'a viré. Elle a été virée derrière. Donc, l'une comme l'autre, on n'y a pas gagné. Voilà. Mais enfin, bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et c'est vrai que ces peurs, moi, je les traîne depuis que j'ai commencé à mes 20 ans. Hein, donc, ça fait déjà un moment. Et c'est vrai que j'en avais pas vraiment conscience. Et en vous écoutant, ça m'appelle plein de choses. Et ça va m'aider à avancer maintenant. Parce que là, je vous avoue très sincèrement, je suis plutôt down que up pour le moment. Mais je voulais vous remercier pour ça. Parce que moi, vraiment, là, ça va m'aider. En plus, aujourd'hui, j'ai écouté différentes choses et je suis allée voir des gens aussi qui m'ont bien conseillé et que je vais revoir. Donc, merci. Et merci à vous aussi pour cette intervention qui, moi, m'apporte beaucoup. Malgré que, ben voilà, je sois dans une situation un petit peu compliquée en ce moment, mais qui va me permettre justement d'être plus forte et puis surtout de comprendre mes peurs et de les admettre, ce qui n'est pas évident au premier abord. Parce que comme vous dites, on est une femme. Moi, j'ai entendu récemment au téléphone, ben écoute, si tu as tes règles, ben voilà, t'as qu'à aller, voilà, t'as menstru, c'est pas mon problème. Ou une de mes collègues, où on lui a dit, t'as qu'à retourner dans ton bled. Donc, quand vous entendez ça, moi, ça me fait bondir. C'est pour ça aussi que j'ai été un peu le chevalier blanc de mon équipe. C'est pour ça d'ailleurs que j'en paye les pots cassés, mais je l'admets. Et c'est vrai que oui, je vous remercie infiniment pour votre intervention. C'était tout. C'est pas une question, mais voilà, c'était juste pour partager un petit peu mon parcours. Merci beaucoup. Alors, France Claire, tu es au jour 1. Alors écoutez, je vais vous dire une chose. Moi, je me suis fait virer 3 fois. Moi, c'est ma troisième aussi. Ah bah voilà. Non mais alors je vais vous dire un truc. Moi, je pense que tout le monde devrait se faire virer au moins une fois. Parce qu'en parlant de peur, en fait, quand on se fait virer, on apprend à quel point c'est pas... Alors je vous dis ça maintenant, évidemment qu'il y a un moment très dur, hein, c'est un choc de se faire virer, on va pas... Mais c'est pas si grave, dans le sens où on rebondit, ça apprend quand même vachement. Et je vais vous dire, c'est aussi quelque chose qui vous apprend à être beaucoup plus libre. Parce qu'en fait, quand vous apprenez que non seulement vous pouvez vous faire virer, mais vous retrouvez du travail après, vous n'êtes plus jamais un petit soldat. Jamais, parce qu'en fait, vous n'avez plus peur de vous faire virer. Combien de gens managent par la peur? Combien de gens, en fait, tiennent leurs équipes par la peur? Mais le jour où vous n'avez pas peur de vous faire virer, vous êtes libre. Vous êtes totalement libre. Et vous ne subissez plus du tout le monde du travail. Et vous êtes capable d'arriver avec vos règles, et vous êtes capable d'arriver avec vos... Encore une fois, c'est pas pour faire du sur-mesure, etc. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, la vertu de ces périodes de chaos, c'est qu'après, comme tout le monde le sait, hein, ça nous transforme, ça nous change, et après, ça nous rend
j'allais dire invincible, peut-être pas, mais enfin plus fort. Oui. Et je pense que c'est un bon exercice de se faire virer. S'il y en a parmi vous à qui ça n'est pas arrivé, Faites-vous virer. je recommande, faites-vous virer rapidement, comme ça au moins ce sera réglé. Voilà. Et après, on passe à autre chose. Quand on a préparé cette table ronde, cette interview, elle me dit ça. Et elle me dit, bon, je ne sais pas si je le dirai, on verra si ça sort. Alors, c'est sorti, mais tout seul. Hein. D'autres questions, remarques, partage d'expérience? Quelle heure il est, maître du temps? T'es pas concerné par les questions de désobéissance féminine? Ah bah voilà, bravo, félicitations. Oui, c'est ça. Félicitations. Je voulais faire un peu l'avocat du diable sur votre vision. Il y a un moment où vous avez dit il faut entrer dans une entreprise, dans une structure avec des personnes qu'on ne connaît pas, un environnement qu'on ne connaît pas, et tailler sa place, se faire sa place et essayer de tailler quelque chose qui nous ressemble. Ça demande beaucoup d'énergie. Moi, ça fait 10 ans que je fais ça, j'ai plus envie. Clairement, j'arrête. Et je suis plus dans un mode où je me dis, en fait, est-ce que c'est vraiment la bonne approche? Est-ce que la bonne approche, c'est pas Alexandre Astier qui dit, moi, je travaille plus avec des cons. Je travaille plus avec des cons, maintenant, je travaille que avec des gens avec qui j'ai envie d'aller prendre une pause déjeuner à midi. Et moi, j'en suis à me demander si, en fait, c'est pas un poste que je recherche, c'est vraiment des personnes dans une entreprise, une vision d'entreprise, et c'est plus un poste, en fait. Limite, je m'en fiche complètement. C'est du moment que justement cette partie vision d'entreprise et personnes sont intéressantes et avec qui on peut échanger tous les jours et où ça se passe bien, en fait, c'était juste pour opposer les deux visions, parce que du coup, en entretien, c'est à l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, en entretien, on rencontre rarement l'équipe avec qui on va travailler. Souvent, on rencontre son manager, puis on se retrouve au premier repas d'équipe, et puis en fait, on se retrouve avec 2 collègues super sympas, et puis 2 cons à table, quoi. Et on se rend compte qu'en fait, ça va peut-être être un peu long, des fois. Oui, parfois c'est un peu long. En fait, alors je vais vous dire, c'est pas du tout antinomique avec ma vision des choses, parce qu'en fait, moi, ma vision des choses, c'est de dire, le but, c'est de trouver un environnement professionnel qui vous fait pas souffrir. Ça, c'est quand même un peu le minimum, enfin la moindre des choses. Mais c'est une équation à beaucoup, beaucoup de variables, en fait, tout ça. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est de trouver votre équation à vous. Il n'y a pas de recette de cuisine. En fait, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de recette de cuisine. Ce qui vous correspond ne sera pas la même chose qu'à vous, ne sera pas la même chose qu'à moi. Et moi, je ne suis pas là pour dire il y a une manière de faire. Je parle beaucoup de l'entreprise parce que, de fait, je parle des expériences qui se sont déroulées en entreprise. Peu importe. La vérité, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, le monde du travail, une vie professionnelle, est faite de gens, de moments, souvent très petits, très courts, qui se succèdent, des appels, des conversations, des trucs informels, etc. Et c'est tout. Des échecs, des succès, etc. Mais comme le reste de la vie. C'est surtout des gens et des rencontres. Et en fait, ce qui compte là-dedans, c'est évidemment de comprendre ce qui fonctionne bien pour vous, ce qui vous va. Et encore une fois, ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous en êtes là, hier, vous n'en étiez pas là, et demain, peut-être, ce sera encore différent. Et en fait, quand je disais que ce n'est pas une ligne droite ascendante, c'est exactement ça l'histoire. C'est de dire, mais en fait, là, vous en êtes à ce chapitre-là de votre vie. Mais c'est parfait. Il n'y a rien à changer. Moi, ce que je trouve le plus difficile dans un parcours, c'est quand on ne sait pas ce qu'on veut. Quand on est en errance. Ça arrive. Moi, ça m'est arrivé des périodes qui sont très longues où on sent qu'on n'est pas bien, on sent qu'on n'est pas au bon endroit, mais en même temps, on n'a pas de... C'est un peu, on ne sait pas, il n'y a pas de vent dans les voiles, on ne sait pas c'est quoi. Et ouais. Ça, je trouve que c'est des périodes. Mais quand on a identifié ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut plus, là, il faut y aller, il faut foncer, il faut mettre les gars. Et donc, il n'y a pas du tout une seule manière de bien vivre sa vie professionnelle. Il n'y a pas une seule manière de réussir sa vie professionnelle et sa vie tout court d'ailleurs.
moi, les règles du jeu que je donne, je pense qu'elles sont valables pour n'importe quelle situation professionnelle parce que on a toujours affaire à des gens, que tout travail mérite salaire, 2, ça, même quand on me dit ah moi je fais pas ça pour l'argent, si en fait tout le monde a envie d'emmener ses enfants à l'école, tout le monde a envie d'avoir un niveau de vie à peu près digne à la retraite, etc., etc. Plus quand on est une femme, on n'a pas abordé ce sujet, mais les divorces, les maladies, etc., c'est des conditions de paupérisation dramatiques. Donc si il faut gagner de l'argent, donc les gens de l'argent et de l'apprentissage, des découvertes, des perspectives. C'est quand même ça les 3 ingrédients. Après vous lui donnez bien la forme que vous voulez. Donc ça, merci pour cette question, parce qu'effectivement, si certaines d'entre vous ont interprété ce que je disais par il y a une manière de faire, moi je suis à l'opposé de ça. C'est d'ailleurs pour ça que la version standardisée des femmes que la société promeut, que le monde du travail promeut, me révolte tant, parce que moi, les standards et les petites cases, c'est vraiment, vraiment quelque chose, je trouve que c'est des prisons. Donc en fait, si vous avez identifié la variable prépondérante pour votre vie professionnelle aujourd'hui, mais c'est merveilleux, c'est magnifique. Il n'y a rien à corriger, en fait. Il n'y a rien à changer. On prend une dernière question. C'était pour répondre. C'est bon, vous pouvez parler directement. D'accord. C'était juste pour vous répondre que dans l'hypothèse où vous trouvez l'équipe idéale avec qui vous allez travailler, c'est que rien n'est immuable et que les gens peuvent partir pour toutes sortes de raisons. Suivre un conjoint qui part à l'étranger, un parent malade, n'importe quoi peut se passer. Et les gens avec qui vous étiez bien, ils vont partir. Et puis, il faut savoir aussi que les personnalités difficiles, ça représente 10% de la population. Elles sont inévitables. Et je pense que la question qui se pose là, c'est comment on gère ça. Comment on navigue avec les personnes difficiles. Non, mais elles sont inévitables, c'est 10%. C'est 10% de la population de personnes. Merci beaucoup, Clara Mollet. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Donc, je rappelle, merci à vous pour vos questions, votre attention. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Un tonnerre d'applaudissements pour Clara, s'il vous plaît.